On l'appelait Aïssata Koné. À Abidjan, beaucoup la connaissaient de nom sans vraiment la connaître. Journaliste dans un quotidien réputé, toujours bien mise, toujours sérieuse à l'antenne, elle était surtout l'épouse officielle de Kwame Yao, un riche opérateur économique au caractère dur, très respecté en public et redouté en privé. Leur mariage, célébré en grande pompe à Cocody, était plus une alliance qu'une histoire d'amour. Ceste, lors d'une couverture politique à Yopougon qu'Aïssata rencontra Jean-Marc Nguessan, un jeune homme politique en pleine ascension. Veuf depuis 3 ans, il élevait seul sa petite fille, Mireille. Une fillette vive et attachante que tout le monde appelait la lumière de la maison. Jean-Marc parlait peu de sa défunte épouse. La douleur était encore là, tapie dans ses silences. Aïssata et Jean-Marc se rapprochèrent lentement. Elle se présenta comme une femme libre, trop occupée par sa carrière pour se marier. Lui, encore fragile mais sincère, tomba amoureux sans méfiance. Mireille, surtout, s'attacha très vite à Aïssata. Elle l'appelait Tanti, s'accrochait à sa main au marché, l'attendait avec impatience les jours de visite. Ce lien innocent rendait le mensonge encore plus lourd. Dans cette relation cachée, Clarisse, collègue journaliste et amie d'Aïssata, voyait clair. « Aïssata, le feu que tu caches sous la cendre va brûler toute la cour », la prévenait-elle souvent. Mais Aïssata se taisait. Elle aimait Jean-Marc, mais elle avait peur. Peur de quitter le confort, peur du scandale, peur surtout de Kwame. Puis l'impensable arriva. Elle tomba enceinte. Le monde d'Aïssata bascula. Chaque matin, devant son miroir, la même question la hantait. Fuir ou rester? Dire la vérité à Jean-Marc et refaire sa vie avec lui, au risque de tout perdre, ou étouffer cette grossesse dans un mariage déjà mort? Jean-Marc, lui, parlait d'avenir, de famille recomposée, sans savoir que la vérité se tenait entre eux comme un piège. La vérité éclata brutalement. Kwame Yao apprit tout, l'adultère, l'homme politique, l'enfant à venir. Il n'explosa pas, il sourit. Un sourire froid, dangereux. « Vous pensez que je vais vous laisser salir mon nom ?» dit-il calmement. Il convoqua Aïssata et fit parvenir un message clair à Jean-Marc. S'ils continuaient, ils détruiraient leur carrière, leur réputation, leur famille. En Côte d'Ivoire, le pouvoir s'est frappé sans bruit. Jean-Marc comprit alors l'ampleur du mensonge. Blessé, trahi, mais surtout inquiet pour Mireille, il dut faire un choix politique autant qu'humain. Clarisse tenta d'aider Aïssata à fuir, à parler, à se protéger. Mais la machine était déjà lancée. Aïssata resta. Non par amour pour son mari, mais par peur. Jean-Marc s'éloigna, sacrifiant son bonheur pour sauver sa fille et sa carrière. Mireille pleura longtemps la disparition de Tanti, sans jamais comprendre. À Abidjan, le scandale ne fit jamais la une. Tout fut étouffé. Mais dans le cœur d'Aïssata, chaque coup de pied de l'enfant à naître lui rappelait une vérité simple et cruelle. En cachant son statut, elle avait perdu sa liberté, son amour et son avenir en une seule fois. Le silence qui suivit la menace de Kwame Yao fut plus violent que des coups. Dans la villa de Cocody, Aïssata marchait pieds nus sur le carrelage froid, comme une étrangère dans sa propre vie. Kwame ne criait pas, ne frappait pas. Il contrôlait. Il surveillait. Il rappelait chaque jour, par une phrase, un regard, un chauffeur posté devant la porte, qu'elle n'était plus libre. La grossesse avançait. Officiellement, l'enfant était celui du mari. À Abidjan, personne ne posait de questions quand Large parlait bien et que le nom était lourd. Mais dans le ventre d'Aïssata, la vérité cognait. Jean-Marc, de son côté, entra dans une zone grise. Sa carrière politique connut un ralentissement brutal. Dossier bloqué, soutien qui se taise, invitation annulée. Il comprit que Kwame avait commencé à agir, sans bruit, sans trace. Il pensa à Mireille avant tout. « Je ne peux pas me battre contre un homme qui peut détruire ma fille », se répétait-il. Mireille, elle, attendait toujours Aïssata, chaque samedi, puis chaque mois, puis plus rien. Tanti a voyagé, mentait-on. L'enfant apprit très tôt que les adultes disparaissent sans explication. Clarisse tenta une dernière fois de secouer son amie. « Aïssata, tu es journaliste, tu sais ce que c'est que la vérité. Pourquoi tu laisses les autres écrire ton histoire à ta place ?» Mais Aïssata n'avait plus la force de répondre.
Elle vivait dans un mariage qui ressemblait à une cage dorée portant un enfant qui était à la fois une preuve et une condamnation. Le jour de l'accouchement, Kwame ne vint pas. Il envoya sa mère. Quand le bébé naquit, un garçon, Aïssata sut immédiatement. Les traits, le regard, la douceur dans les yeux. Jean-Marc était là, vivant dans ce visage innocent. Elle pleura en silence. Pas de joie, pas de cris, une fatigue immense. Jean-Marc apprit la naissance par une rumeur. Un soir tard, seul dans son salon, il regarda la photo publiée discrètement sur les réseaux. Heureux événement dans la famille Yao. Les années passèrent. Aïssata quitta le journalisme, officiellement, par choix familial. En réalité, Kwame ne voulait plus d'une femme qui pose des questions. Elle devint une présence polie, effacée, presque transparente dans sa propre maison. L'enfant grandissait sous un nom qui n'était pas le sien. Jean-Marc, lui, remonta lentement la pente politique, mais quelque chose en lui s'était éteint. Un matin, des années plus tard, Aïssata tomba malade. Grave, silencieux. Sur son lit d'hôpital, elle demanda un stylo et du papier. Elle écrivit. Tout. L'adultère, l'amour, le mensonge, l'enfant, les menaces. Elle confia la lettre à Clarisse avec une seule consigne. « Quand je ne serai plus là, dis-leur !» Aïssata ne mourut pas, la maladie recula, mais la vie ne revint pas. Quand elle sortit de l'hôpital, Abidjan n'était plus la même ville pour elle. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Dans la villa de Cocody, Kwame Yao l'attendait. Il n'y eut pas de cris, pas de reproches. Seulement une phrase, posée comme un verdict. « Tu as survécu, tant mieux. Maintenant tu vas vivre. » Il avait tout préparé. La lettre qu'Aïssata avait confiée à Clarisse n'explosa pas comme un scandale héroïque. Kwame l'avait anticipé. Il laissa volontairement fuiter une version contrôlée de l'histoire. Une journaliste instable, manipulée par un politicien ambitieux, une grossesse confuse, des dates floues. Le doute fut installé, et en Côte d'Ivoire, le doute tue plus sûrement que la preuve. Clarisse perdit son poste. Jean-Marc fut convoqué par son parti. On ne l'accusa de rien, on lui conseilla seulement de prendre du recul. Il comprit le message. Mireille ou la vérité. Il choisit Mireille. Aïssata, elle, fut vidée de tout ce qui faisait son identité. Plus de journalisme, plus de sorties publiques, plus de paroles. Un soir, elle osa parler. « Il faut que je lui dise la vérité. Un jour. » Kwame posa son téléphone, la regarda longtemps. « Si tu parles, je ne te détruirai pas, je t'effacerai. » Et Jean-Marc ? Il n'existe déjà plus. Jean-Marc tenta une approche discrète, des années plus tard. Un message. Un seul. Aïssata ne répondit pas. Pas par lâcheté, mais parce qu'elle comprit quelque chose de terrible. Elle n'avait plus le droit de choisir. Toute décision entraînerait des dégâts collatéraux. Elle était devenue un point faible permanent. Ce soir-là, Aïssata pleura longtemps. Pas de sanglots, des larmes sèches, celles qui brûlent. Les années passèrent encore. Aïssata vit. Elle mange. Elle sourit quand il faut. Elle accompagne son fils à l'école. Elle est là sur les photos de famille. Elle est intacte en apparence. Mais à l'intérieur, tout est figé. Elle n'a pas perdu la vie. Elle a perdu le droit à la vérité, le droit à l'amour, le droit à la parole. Et parfois, seule dans sa chambre, elle comprend enfin la cruauté suprême de son sort. Elle n'est ni victime, ni coupable aux yeux du monde. Elle est une preuve vivante qu'on peut survivre et être définitivement vaincu. Le changement ne fut pas brutal. Il commença par quelque chose de minuscule. Le silence de Kwame Yao perdit sa force. Avec les années, son pouvoir s'effrita. Les alliances changèrent. Les hommes forts vieillissent toujours plus vite que leur réseau. Un contrôle fiscal, puis un autre. Des partenaires qui prennent leur distance. Rien de spectaculaire, mais assez pour fissurer l'arrogance. Aïssata sentit la peur changer de camp. Elle reprit d'abord la parole, là où on ne l'attendait pas, l'écriture. Sous pseudonyme, elle publia des chroniques en ligne. Des textes courts, incisifs, sur les femmes enfermées dans des mariages sans amour, sur le silence comme violence, sur la vérité confisquée. Les articles circulèrent. Les femmes se reconnurent. Un jour, son fils, devenu adolescent, tomba sur l'un de ces textes. « Maman, c'est toi, non ?» Elle hésita.
Puis, pour la première fois depuis des années, elle dit « Oui ». Ce fut là que tout bascula. Elle lui raconta la vérité, sans haine, sans vengeance, avec pudeur. Il écouta longtemps en silence, puis il posa une question simple. « Et mon vrai père ?» Jean-Marc, de son côté, n'était plus le même homme. Il avait quitté la politique active, choisi Mireille, choisi la paix. Quand Aïssata demanda à le voir, il vint sans promesse, sans exigence. La rencontre eut lieu un dimanche, discrètement, loin des regards. Quand Jean-Marc vit son fils, il ne parla pas. Il s'agenouilla, les larmes coulèrent. « Je ne te demande rien, dit-il. Je suis juste là. » Le garçon sourit. « On peut commencer par ça. » Kouamé tenta de s'opposer, mais il était trop tard. La vérité avait changé de statut. Elle n'était plus une menace, elle était un fait. Le divorce fut silencieux, presque administratif. Pas de scandale, pas de guerre. Seulement une séparation nette. Aïssata recommença à vivre. Elle retrouva officiellement le journalisme, cette fois indépendante. Elle publia un livre. Pas un règlement de compte, mais un témoignage apaisé. Les femmes la remercièrent dans les messages. Certaines dirent « Grâce à toi, j'ai osé partir ». Les deux familles se recomposèrent sans forcer les rôles, lentement, sincèrement. Un soir, assise sur une terrasse d'Abidjan, Aïssata regarda la lagune. Jean-Marc était à ses côtés. Leurs enfants riaient plus loin. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, la peur, le mensonge, l'effacement. Elle sourit, pas parce que tout avait été réparé, mais parce que rien ne la retenait plus. Et comme disent les anciens, la vérité peut arriver tard, mais quand elle arrive, elle marche droite.